Métamorphose. À ce point, le lecteur objectera que tels ne sont pas les services que nous attendons des droits de l'homme. Sans doute. Il nous faudra franchir une étape nouvelle, suivre la carrière de ce concept. Cela nous donnera l'occasion de nous émerveiller de sa souplesse, de son aptitude à se retourner, à se transporter au service des intérêts les plus divers. Seconde figure proéminente de la philosophie anglaise du XVIIe siècle, John Locke, un demi-siècle après. Dans ces deux traités du gouvernement, l'affirmation des droits de l'homme est une constante. Les mots « rights of man » ou « rights of mankind » courent d'un bout à l'autre du second traité. Mais Locke retouchera le concept de Hobbes en renversant ses conséquences. Il appartenait au parti contraire, servi la cause politique finira par l'emporter. Les deux traités de Locke furent contemporains de la Glorious Revolution, première édition anonyme de 1690. Depuis quelque temps, le besoin s'imposait de fourbir une arme contre l'absolutisme. Les circonstances. Car l'étatisme, la montée de l'État moderne, cette hypertrophie du pouvoir, bien sûr Hobbes n'en est pas l'auteur. Il s'agit d'un fait historique dont il a seulement rendu compte en lui apportant des fondements idéologiques. Chez les bourgeois, qui d'ailleurs avaient contribué à la construction de l'État moderne, ainsi que dans la classe des anciens seigneurs, ce phénomène ne pouvait être sans susciter des inquiétudes. Ils se voient livrés au pouvoir tentaculaire de l'État qui prétendait leur imposer le culte et les dogmes de son choix et par son fisc, au besoin des confiscations, menacer leur propriété. Le positivisme juridique, réduction du droit aux seules lois dictées par le prince, menaçait les droits des particuliers. Là, contre, le rôle des juristes fut de rappeler l'existence de droits opposables à l'État lui-même. Non pas droits de l'homme, il s'agit avant le triomphe du positivisme de droits d'origine jurisprudentielle, ou que l'on se contentait de justifier par la coutume. Ces droits qui étaient en Angleterre de temps à autre réaffirmés dans les Bills of Rights. Les juristes anglais furent les adversaires, Sir Edward Coke, à leur tête de Hobbes et de l'absolutisme. Le vice intellectuel du temps et l'esprit de système, besoin de démontrer à l'instar d'Euclide, à partir d'axiomes. Au lieu de se contenter de voir, selon le conseil d'Aristote, le to oti, ce qui est en réalité, on s'obstine à chercher partout le to di oti, le pourquoi des choses, comme s'il n'était de vérité que déduite de principes premiers. Rendre raison de tout est illusoire, car il n'est possible de fonder logiquement une proposition qu'en l'appuyant sur des axiomes dont on n'a pas rendu raison. Hobbes, en apparence, réussit à démontrer l'absolutisme. Quant aux droits des particuliers, maints auteurs avaient entrepris leur démonstration logique. Baudin, qui a surtout la réputation d'être un inventeur de la souveraineté, n'avait pas été moins soucieux de la défense des propriétés des individus. Il avait tenté de les déduire de la loi divine. Il écrit « Tu ne voleras pas ». On en conclura que le prince ne doit pas toucher aux propriétés des bourgeois. Hélas, nous l'avons vu, le droit ne se déduit pas de la loi divine. Grotius invoquait, outre la loi morale, le droit des gens, le consentement quasi unanime et immémorial à cette règle prétendue qui aurait prescrit de respecter le droit du premier occupant. Ainsi, l'occupation devient source originaire de la propriété, mais autant d'échecs, cela est fictif. Locke, en apparence, trouve la solution. Encore moins que Hobbes, Locke n'était juriste. Un honnête homme à la mode du XVIIe siècle, auteur polygraphe, écrivant sur la religion, l'économie, l'éducation, la médecine et le progrès des sciences et sur les moyens et limites de l'entendement humain. Essay on Human Understanding. Fortement teinté de théologie, il avait écrit des essais sur la loi naturelle, morale, édités au XXe siècle, portant une empreinte encore scolastique. Il aimait à se réclamer de Richard Hooker, qu'il nomme The Judicious Hooker, un théologien anglican du début du siècle. Une de ses grandes œuvres a pour titre « Le caractère raisonnable du christianisme » Reasonableness of Christianity. Il ne manquera jamais d'invoquer, outre les arguments rationnels, ceux qui ne peuvent extraire dans le même sens, parce que la raison s'accorde à la foi, de la révélation. J'ajoute que dans ses pensées sur l'éducation, il recommandait à tout honnête homme de lire Grotius et Pufendorf, et qu'il a lu Hobbes. Il a même fait sien le système de Hobbes, le mythe de l'état de nature et le droit naturel de l'homme, sauf à le bricoler. Il a apprécié
au maximum l'idée hobbesienne de droit de l'homme jusqu'à lui faire rendre des conclusions opposées à celles de Hobbes. Je ne crois pas que ce retournement ait pu se faire sans incohérence. Locke ne brillait pas par la cohérence. Il avait d'autres qualités. Il offre le modèle achevé du pragmatisme anglo-saxon. Il conduit très bien son navire et sait où il le veut conduire. Théorie des droits de l'homme. Il ne revenait à chaque homme selon le système de Hobbes qu'un unique droit naturel, liberté totale et illimitée pour chacun d'agir selon son propre jugement. Droit de tout faire qui se déduit de l'absence d'une loi commune dans l'état de nature, mais impraticable et précaire. La guerre perpétuelle en est le résultat, après quoi l'homme se trouve conduit par sa raison à se démettre de son droit naturel au profit du prince. En fin de compte, l'absolutisme. L'art de Locke sera d'inférer de l'hypothèse de l'état de nature au lieu de ce droit monolithique des propriétés. Considérons le chapitre 5 du second traité du gouvernement, of Property, qui est à la charnière de son œuvre, de même que la définition du right of nature nous paraissait située au cœur du système de Hobbes. La propriété au sens large inclut tout droit individuel. Elle est ce qui est mien et comme tel doit m'être attribué. Suum cuique tribuendum, en propre par rapport aux autres et dont les autres sont exclus, synonyme de droit, mais on incline à réserver l'usage de ce mot aux droits patrimoniaux qui portent sur des biens, choses matérielles. La propriété est une part des choses distribuées dans un groupe social. Or, la doctrine traditionnelle voulait que la répartition des propriétés ne procédât pas de la nature, mais du droit humain. Pour les scolastiques espagnols, le dominium, ce terme vague signifiant pouvoir de gouvernement, est naturel, un attribut de l'homme en général, tandis que le partage des propriétés est laissé par Dieu à l'initiative des hommes. Hobbes n'y avait pas contrevenu. C'est seulement dans l'état civil, par la loi positive du prince, que s'effectue selon le Léviathan la distribution des propriétés. Ailleurs, nous venons de le dire, avait émergé le projet de fonder les propriétés sur des titres originaires, pour les rendre opposables au roi. On avait tâté de divers expédients, celui de Sir Robert Filmer, cible principale du traité de Locke. À l'instar de Baudin, prend appui sur la loi divine. Dieu aurait lui-même divisé tout à la fois les pouvoirs de gouvernement et de propriété, réunis sous le terme dominium. Depuis les temps bibliques, il se serait transmis par voie d'héritage des partages des pères de famille. Locke ouvrira une voie nouvelle, paradoxalement inspirée de Hobbes. Il établira la propriété sur la prétendue situation de l'homme dans l'état de nature. Cela n'ira pas sans contradiction. Il va pratiquer une habile mixture du schéma général de Hobbes et de thèmes empruntés à la scolastique qui s'y accordent mal. Il jouera de la confusion entre dominium et propriété. De leur mélange résultera le droit de propriété moderne. Sa théorie manque de rigueur, mais elle a connu une immense fortune historique. Au départ de le right of nature conçu à la manière de Hobbes, liberté de chacun, les hommes sont nés égaux et libres. L'état de nature est un état de parfaite liberté, a state of perfect freedom. Chaque individu tient de la nature le droit de préserver son être. Chapitre of Property, au début. Whether we consider natural reason which tell us that men, being once born, have a right to their preservation and consequently to meat and drink, and such other things as nature affords them for their subsistence, or revelation which give us an account of whose grants God made of the world. Commentaire. Aux réminiscences du système de Hobbes, self-preservation, se mêlent déjà les emprunts à la scolastique. Locke faisant flèche de tout bois, joint aux arguments tirés de la nature et de la raison l'apport de la révélation. Dieu a donc concédé la terre et les créatures inférieures à l'humanité. Le droit de l'homme n'est plus seulement de faire, of doing, ce qui vous est utile, mais au surplus droit à des choses, to meat and to drink and such other things. Il est vrai qu'il s'agit ici d'un droit de l'homme générique, pas encore de propriété. Continuons. Thought the earth of foreign creature be common to all men, yet every man has a property of his own person. This nobody has any right to but himself. The labor of his body and the work of his hands, we may say, are properly his. Et voici la propriété que chacun tient en propre, droit, right, revenant d'abord à l'individu sur sa personne, en conséquence sur son travail, ses activités, écho de la doctrine des Espagnols, mais en cet endroit, à ma connaissance, ils ne parlaient pas de propriété.
Les scolastiques avaient écrit que chaque homme est maître de ses actes. Dominus actuum suorum, autre manière de proclamer comme Hobbès qu'il est libre. Et ceci n'était qu'un morceau d'anthropologie. Mais si l'homme continue Locke est le maître et propriétaire de son activité, ne va-t-il pas l'être en conséquence des fruits de son travail? Il continue Locke. C'est la fameuse théorie de la valeur travail que reprendra Marx au XIXe siècle pour en tirer d'autres effets. La majorité des richesses, la récolte de fruits qu'un sauvage a pris la peine de recueillir, les terres qu'il aura défrichées, etc., seraient le produit du travail de l'individu. La propriété de chacun s'étend à ses œuvres, au résultat de son travail, prolongement de sa personne. Admirons ensuite la virtuosité avec laquelle Locke établit que l'invention de la monnaie, du contrat de travail salarié joint à l'héritage, le propriétaire étant le maître absolu de sa chose, peut la transmettre à ses enfants, permet à l'homme d'accumuler d'énormes richesses sur lesquelles il faut lui reconnaître désormais un droit naturel de propriété. Cette fameuse source originaire de la propriété, donc, étaient en quête les bourgeois modernes, nous l'aurions trouvé. Non la loi divine, ni l'occupation, le travail. À l'appui de cette thèse, on a allégué certains textes juridiques romains qui n'avaient nullement cette portée à Rome. Je passe sur le caractère sophistiqué et spécieux de la démonstration. Concluons. La propriété est un droit de l'homme, présent dès l'état de nature. Elle aura sa place à l'article 17 de la Déclaration de 1789. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé. 1. Il s'ensuivra que le droit de l'homme unitaire de Hobbès se démultiplie. Les propriétés sont multiples et chacune d'elles limitée. Elles ne le sont pas à tous égards. Locke ne dénie pas au propriétaire le droit d'user et de disposer de sa chose de la manière la plus absolue. Code de Napoléon, article 544. Exercice de la liberté infinie de l'homme dans l'état de nature, mais limité dans l'espace quant à son objet. Le champ dont je suis propriétaire, parce qu'il eût été défriché prétendument par mes ancêtres, n'est pas celui de mon voisin. Une sorte de partage des biens extérieurs s'est faite de soi-même, où chacun reçoit pour sa part le produit propre de son travail ou de celui d'un arrière-grand-père. 2. L'image de l'état de nature en sort transformée. Il n'est plus ce lieu de violence auquel conduisait selon Hobbès le droit de chaque homme à toute chose, jus omnium in hominia. Il peut très bien être pacifique. À ce stade, une pièce rapportée prise au classique et qui ne peut s'accorder au principe de Hobbès. Locke réintroduit dans l'état de nature, au-dessus de la raison de chaque individu, une loi commune, commandant aux hommes le respect mutuel de leur propriété. Voici pour les besoins de la cause, l'homme redevenu un être naturellement sociable. 3. D'où refonte des clauses du contrat social, puisque l'état de nature n'est plus un état de misère et guerre permanente, que déjà les individus y jouissaient de propriété, il ne leur sera plus nécessaire d'abdiquer leurs droits. Au contraire, ils vont stipuler dans le contrat social la conservation de leurs droits naturels de propriété. Bien plus, ils n'ont recours au contrat social que pour instituer une police, une force politique dont le rôle sera d'assurer leur propriété. Par rapport au droit naturel unitaire de Hobbès, s'étendant à tout, mais impraticable, trop gros pour ne pas être encombrant, les droits fractionnels de propriété ont le privilège considérable d'être consolidés, de prolonger leur vie au-delà de l'hypothétique état de nature. Ils ont conquis l'actualité, ils sont rendus utilisables. Droits de l'homme extra-patrimoniaux. Le chapitre 5 du second traité n'est pas le seul où Locke glorifie les droits de l'homme. Il en parle ailleurs, même en dehors des traités du gouvernement. De cette source unique que serait la liberté de l'individu dans l'état de nature, il sut extraire d'autres droits, et tous destinés à la permanence. Petit a, la liberté de conscience. Droit de chacun à mener sa vie selon ses convictions en matière de foi. L'homme ne vit pas seulement de pain, de propriété sur les choses. Cette liberté fut au début de l'époque moderne une première revendication de l'individu, des protestants dans les pays restés catholiques et des catholiques là où le prince était protestant. Mais exprimée de façon plus ou moins confuse, et les catholiques ne l'opposaient pas à l'autorité de l'Église romaine. Au début du XVIIe siècle, tous les auteurs politiques avaient discuté du choix de l'autorité compétente en matière de foi. Problème d'importance majeure, les dissensions et guerres civiles et les guerres internationales étant sorties des querelles des théologiens. Qui aura le droit de décider du dogme et des cultes? Ius circa sacra. Grotius et Hobbès avaient résolu le problème en attribuant ce droit au prince temporel.
Les temps ont changé. Locke met le point final. Sa réponse. Faire de la religion une affaire privée. Prophète de la tolérance, il s'efforce de démontrer le droit de chaque individu à suivre sa conscience. Ce n'est pas assez d'enseigner et de pratiquer le culte de son choix. Qu'il nous soit à nouveau permis de nommer sophistique cette manière qu'a Locke de sauter subrepticement de l'anthropologie au droit, car la liberté de conscience est intérieure, attribut de l'homme auquel personne ne peut l'arracher, relève au contraire d'un partage et ne s'ensuit pas nécessairement de la liberté de conscience, le pouvoir de répandre n'importe quelle profession de foi. Petit b, mais Locke fait plus, c'est en général qu'il combat pour la liberté d'opinion. Sa philosophie empiriste antidogmatiste de la connaissance y achemine. Elle ne l'éloignait pas seulement du rationalisme, du cartésianisme, mais de l'ancienne dialectique qui, partant de la variété des opinions particulières, des points de vue, s'efforçait encore à les concilier. Historien de la formation subjective en nous des idées, Locke ne croit plus à l'existence d'une vérité objective qui doive s'enseigner. Je crains surtout que, plus occupée de problèmes économiques, elle ne l'intéresse plus. Comment ne point tolérer en métaphysique les thèses les plus aberrantes, dès lors qu'on s'en fout? Le mot d'ordre du libéralisme est « à chacun sa vérité ». Saluons cette merveille, le droit à l'erreur. Petit c. Dans les dernières pages du second traité, Locke a exalté le droit de résistance des sujets à la tyrannie, dont l'explicite déclaration devra constituer l'une des clauses du contrat social, etc. Je viens de retracer la genèse chez Locke et de tous les droits de l'homme, promus également droits de citoyen, puisque désormais ils se conservent dans l'état civil, la philosophie de l'histoire de Rousseau y aidant, les mêmes que nous retrouverons dans le texte de la Constituante, Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété et la résistance à l'oppression. Conséquence, dernier point, pourquoi et pour qui cette avalanche de droits de l'homme? Locke est l'adversaire du régime des Stuarts et avec lui les droits de l'homme ont changé de camp. Aubès les a conçus pour les rois, ils passent au service des sujets. Au sein de nos démocraties dites occidentales, ils seront pour les citoyens pouvoir d'élire les gouvernants, contrôler leurs actes, limiter l'omnipotence du Léviathan. Donc instrument de protection des individus. De n'importe quel individu, non. Ce ne fut pas le propos de Locke. Le moindre reproche qu'on puisse lui faire serait de manquer de sens pratique. Ces droits de l'homme sont aménagés pour le profit d'une classe sociale du côté de laquelle il est engagé. Ignorerions-nous que les riches sont plus en mesure que les prolétaires d'exercer le droit de propriété? Rien de tel que l'explication de la propriété par le travail pour justifier la cause des riches, car la paresse a fait les pauvres, l'énergie, l'épargne, les riches. Le droit de chacun à garder les fruits de son travail, joint à l'héritage, a produit l'inégalité des classes sociales. Locke s'en accommode très bien et ses disciples physiocrates s'en feront les apologistes. Ce chapitre central du traité de Locke of Property a sa raison d'être, l'avantage des riches. C'est dans la même caste qu'en pratique se recruteront les usagers de la liberté d'opinion. Ne se fait pas imprimer qui veut, il y faut de l'argent, un certain standing, de la liberté d'expression, le peuple n'a que faire. Mais ceux qui auront assez d'aisance pour s'être donné l'éducation d'un gentleman et le loisir d'écrire, l'élite distinguée des intellectuels, ils vont s'employer à répandre leur scepticisme distingué, en matière de foi, leur vague déisme, bientôt leur indifférentisme et leur incroyance. À noter que les catholiques sont exclus de cette liberté. De leur propre aveu, ils ne sauraient exprimer en fait d'opinion que la doctrine autoritaire et dogmatique de leur Église. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Locke ne prévoyait pas non plus que tous aient les moyens d'exercer le droit de résistance. L'État bourgeois a sa police. J'estime donc fondée la critique de Marx, elle portait dans la question juive contre les formules de la déclaration de 1789, qui sont un écho de la doctrine de Locke. Ces droits de l'homme formels et libertés ne sont pas pour tous, mais pour quelques-uns. Ils serviront à la destruction de la monarchie, mais lui substituèrent une oligarchie. Ils ont signifié la domination politique de la classe bourgeoise dans l'économie du capitalisme, un troisième fruit des droits de l'homme. Ce n'est pas encore le type de service que vous attendiez. Il aurait fallu poursuivre leur histoire chez d'autres auteurs. Je me serais arrêté de préférence à Christian Wolff, Jus Naturae Methodo Scientifica, Per Tractata, 1740-1748.
dont la doctrine eut tant de succès à la fin du XVIIIe siècle que Kant dépensa beaucoup d'efforts à la démolir. Mélange de Roland, de la scolastique et d'individualisme moderne. Sans doute y aurions-nous trouvé les principes des droits de l'homme substantiels, droit au bonheur, à la santé, à la culture. Inféré par Wolff de cet axiome que chacun de nous a vocation d'atteindre à la félicité, à la perfection de son être en réalisant sa nature d'homme. Toujours cette méthode caractéristique de la philosophie juridique moderne. De ce qu'est l'homme, déduire son droit. Et que résultera-t-il en fait de sa proclamation de ses droits substantiels, ce discours une fois sorti des facultés de philosophie? Les despotismes éclairés du roi de Prusse et de Catherine II dès le XVIIIe siècle, à plus long terme les dictatures et pour finir la construction de l'État socialiste, les démocraties socialistes et la constitution stalinienne et jusqu'à celle de l'Ouganda, ont leurs droits de l'homme et s'en glorifient. Pour réaliser le bonheur, la santé, la culture auxquels tous ont droit, enfin satisfaire à ces justes revendications, peut-on se passer pour le moins de la GPU, quatrième fruit des droits de l'homme? Ô médicament admirable, propre à tout guérir jusqu'aux maladies que lui-même a produites. Maniés par Robès, les droits de l'homme sont une arme contre l'anarchie, pour l'instauration de l'absolutisme. Par Locke, un remède à l'absolutisme pour l'instauration du libéralisme. Quand se révèlent les méfaits du libéralisme, ils furent la justification des régimes totalitaires et des hôpitaux psychiatriques. Mais en Occident, notre ultime recours contre l'État absolu, et s'ils étaient pris au sérieux, ils nous ramèneraient l'anarchie. Outil à tout faire, on en fit usage au profit des classes ouvrières ou de la bourgeoisie, des malfaiteurs contre les juges, des victimes contre les malfaiteurs. Mais attention, il faut choisir ou bien des uns ou bien des autres. On n'a jamais vu dans l'histoire que les droits de l'homme fussent exercés au profit de tous. L'ennui avec les droits de l'homme est que nul ne saurait en jouer qu'au détriment de certains hommes. À quoi tient l'énorme succès de ce lieu commun des droits de l'homme dans la rhétorique contemporaine? À ce qu'il réussit à voiler le revers qu'en militant pour ses droits contre le Shah d'Iran, nous aurons aidé à l'instauration du régime de Khomeini. Tel est l'état de choses sur le terrain de la politique et du droit que le discours sur les droits de l'homme s'est donné pour tâche d'occulter. Le droit est rapport entre des hommes multilatéral. Que vous en ayez ou non conscience, quand vous faites usage du mot droit, il s'agit d'une relation. Comment pourrait-on inférer une relation couvrant plusieurs termes d'un terme unique, l'homme? L'apparition des droits de l'homme témoigne de la décomposition du concept du droit. Leur avènement fut le corrélat de l'éclipse ou de la perversion dans la philosophie moderne individualiste de l'idée de justice et de son outil, la jurisprudence. Elle avait pour fin la mesure de juste rapport. Cet art autonome remplissait un office propre, irremplaçable. Les philosophies de l'Europe moderne l'ont mis au rencard. Le souci d'une juste répartition a disparu de leurs ouvrages. Ces non-juristes que furent les inventeurs des droits de l'homme leur ont sacrifié la justice, sacrifié le droit. Je doute que ce fût un progrès, je n'y vois qu'une perte due à l'ignorance des distinctions que la philosophie classique avait discernées. Le systématisme moderne a remis le droit sous la coupe de la science de l'individu. Méconnaissance des fins du droit, non pas innocente ni involontaire. On a vu qu'elle fut motivée par des propos très pragmatiques. Ainsi les philosophes modernes nous gratifièrent-ils d'un langage dont le résultat le plus clair est une plongée dans le brouillard, langage indistinct, dangereusement flou, générateur d'illusions et de fausses revendications, impossible à satisfaire. Si son triomphe est total au XXe siècle, c'est que la décadence de la culture est le contre-coup du progrès technique.